Allez, nouvelle étape et pas des moindres, puisque dans cette vidéo, je vais te parler des menuiseries. Je vais te donner les critères que je prends en compte pour les choisir, mais aussi t'expliquer pourquoi je pars systématiquement sur du haut de gamme. Évidemment, je vais te parler du prix que ça coûte, mais aussi de la façon dont je les pose pour qu'elles soient le plus performantes possible. Mais avant tout ça, puisqu'il y a des porte-fenêtres, il faut commencer par leur seuil, et pour ça, il existe plusieurs façons de faire. Tu peux soit les acheter tout prêts, soit les fabriquer toi-même en béton, ou alors une troisième solution qui ne convient pas à tous les chantiers mais qui dans mon cas est parfaite, les faire en béton cellulaire. Le gros avantage que j'avais à ça, c'est que j'ai pu les façonner précisément à la forme que je voulais, et contrairement au béton, il n'y a aucun temps de séchage, on peut tout de suite poser la menuiserie. En revanche, ce qu'il faut prévoir impérativement, c'est de passer un hydrofuge dessus, sinon il va se gorger d'eau. Et deuxième point important, c'est beaucoup plus fragile que du béton. Si tu dois le laisser à nu, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Moi, sur ce chantier, il va y avoir une terrasse en bois par-dessus, on va donc jamais marcher dessus. Pour la réalisation, c'est très simple, je me suis fait un petit gabarit en bois qui permet d'insérer à l'intérieur un bloc de béton cellulaire. Et ensuite, avec ma disqueuse, j'ai pu couper et poncer pour avoir précisément la forme que je voulais. Ça permet d'avoir quelque chose sur mesure qui s'adapte parfaitement à la maison. Et enfin, dernier point important, il faut surtout pas oublier de faire une rainure sous le seuil, c'est indispensable pour bloquer l'eau et l'empêcher de remonter. Ok, maintenant qu'on a vu les seuils, on peut passer aux fenêtres. La toute première chose à faire, c'est de séparer l'ouvrant et le châssis. Vu le poids que ça pèse, environ 75 kg pour cette porte-fenêtre, ce serait beaucoup trop compliqué de les poser directement comme ça. Avant d'aller plus loin sur la pose, je vais t'expliquer pourquoi je choisis toujours du haut de gamme. On le sait, un mur plein avec de l'isolant est très performant. Là où on peut avoir des déperditions, c'est dès qu'on a une ouverture. Une fenêtre, une porte, un conduit de cheminée, peu importe. Pour éviter ça, il faut prendre le maximum de précautions lors de la pose, mais aussi choisir des produits de qualité. Pour comparer les fenêtres, il existe ce qu'on appelle un coefficient UW qui prend en compte le vitrage et le châssis. Plus ce coefficient est bas, plus la fenêtre est performante. Actuellement, pour la RE 2020, on conseille des fenêtres entre 1,2 et 1,5. Celles que je suis en train de poser ont un coefficient de 0,7. Elles sont donc 2 fois plus performantes que ce qu'on demande actuellement. Pour atteindre un tel niveau, elles sont équipées de triple vitrage et le châssis est très complexe et a plusieurs joints pour assurer une étanchéité parfaite. Bien sûr, les espaces entre les verres sont remplis de gaz, on a donc 2 x 18 mm d'argon, ça permet là aussi d'avoir des performances au top. Au niveau sécurité, là aussi on est pas mal puisque l'ouvrant possède 5 points de fermeture et le verre sur la face extérieure est en verre trempé. Ça veut dire qu'il résiste beaucoup mieux au choc. Bon, maintenant qu'on a compris que ces fenêtres étaient très performantes et plutôt haut de gamme, j'ai tout intérêt à ne pas louper la pose. T'as pu le voir sur les précédentes images, j'ai mis un joint comprimante sur toute la périphérie de la fenêtre. C'est une bande en mousse comprimée qui va gonfler au contact de l'air pour boucher toutes les cavités. Ça permet d'avoir une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air. Et en plus de ça, on va rajouter des joints au silicone, mais je t'en parlerai juste après, au moment voulu. À cette étape-là, le plus important, c'est de poser les châssis parfaitement de niveau et dans tous les sens. Si ce n'est pas le cas, tu auras des problèmes à l'ouverture ou à la fermeture. Sur ce chantier, comme souvent d'ailleurs, j'ai choisi de poser mes fenêtres en applique. Ça veut dire qu'elles viennent contre le mur sur la face intérieure. Ça va me permettre d'amener mon isolant contre le châssis, mais aussi d'avoir un vide technique pour passer toutes mes gaines. Et au passage, je trouve que cette façon de faire est très simple, donc pourquoi s'en priver? Cette façon de faire justement, tu peux la voir sur les images. J'utilise des équerres métalliques que je fixe dans la menuiserie puis dans le mur et pour une hauteur comme celle-là, c'est-à-dire environ 2,20 m, j'en mets 4 de chaque côté. Généralement, je commence par celle du bas, puis je contrôle mon niveau, je mets celle d'en haut et enfin en dernier, je mets les deux du milieu. Je pense pas qu'il y ait réellement de règles sur la façon de faire, tu fais un petit peu comme tu veux. Ce qui compte, c'est que tu contrôles régulièrement ton niveau et que tu sois sûr qu'il est bon. Quand toutes tes équerres sont mises, tu peux passer à la meilleure étape, la remise en place de l'ouvrant. C'est à ce moment-là que ça va vraiment ressembler à quelque chose et que ta maison va commencer à se fermer. Je dis commencer parce que quand tu as fait tout ça, t'en as fait qu'une et généralement il y en a plusieurs à faire. Ici, sur ce chantier, j'avais 3 portes-fenêtres, 4 fenêtres plus petites et une porte d'entrée. Pour porter les ouvrants, je te recommande vivement d'utiliser une ventouse. Celui que tu vois sur les images pèse 65 kg et pour le porter correctement sans ventouse, c'était impossible. Une fois en place, tu peux faire tes premiers essais d'ouverture. Ça permet de contrôler que tout va bien, mais si c'est pas parfait, t'inquiète pas, tu peux encore faire des réglages.
Personnellement, j'aime pas les faire tout de suite, je préfère attendre que la menuiserie ait bien pris sa place, que la comprimande est gonflée, que tout soit ok. De toute façon, je suis encore sur le chantier pour quelques mois, donc j'aurai largement le temps de faire ces réglages plus tard. Et la dernière chose à faire, c'est de retirer toutes les protections, intérieures et extérieures, et je te conseille de pas trop attendre pour le faire car ça peut laisser des traces. Je t'ai filmé l'étiquette du vitrage sur une des petites fenêtres, et on va regarder ensemble ce que ça nous dit. On a ce premier marquage qui nous indique que ça répond aux normes sur les vitrages isolants, c'est donc un bon début. Et ensuite, tout ce qui nous intéresse se trouve dans cette partie-là. On peut voir nos 3 verres en 4 mm, dont un est marqué Securite puisqu'il est en verre trempé, mais on peut aussi voir que les verres intérieurs et extérieurs sont marqués XN. Ça veut dire que ce sont des verres faiblement émissifs. Pour faire simple, c'est des verres qui sont recouverts d'une couche métallique invisible qui permet de renvoyer la chaleur vers l'intérieur en hiver et de bloquer la chaleur du soleil en été. Et enfin, on peut voir ici et ici qu'on a comme prévu 2 fois 18 mm de gaz argon. Et on peut maintenant s'occuper des finitions extérieures. Et alors là, je vous vois déjà venir. Oui, c'est dégueulasse. Des joints blancs sur des menuiseries grises, ça ne se fait pas. En temps normal. Mais si je le fais ici, c'est que j'ai une bonne raison. Sur la façade, il va y avoir une isolation extérieure en fibre de bois qui fait 4 cm d'épaisseur. Et pour limiter au maximum les ponts thermiques, je vais habiller mes tableaux avec la même fibre de bois qui va revenir donc contre le châssis, ce qui fait que les joints que je suis en train de faire ne se verront pas du tout. Mais attention, c'est pas parce qu'ils ne se voient pas qu'il n'y a pas besoin de les faire, il vaut mieux assurer le coup et avoir une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air. Et surtout, ce qui est très important, c'est de prendre un produit performant, conçu pour l'extérieur, résistant à l'eau et aux UV, parce que comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Et maintenant qu'on a vu la pose de la porte-fenêtre, on va pouvoir s'attaquer à celle de la porte d'entrée. Le choix de la porte d'entrée est au moins aussi important que celui des fenêtres, j'aurais même tendance à dire qu'il l'est un petit peu plus, parce qu'en plus d'avoir des bonnes performances thermiques et des bonnes performances au niveau de la sécurité, une porte doit supporter des manipulations quotidiennes. Comme pour les fenêtres, il existe plusieurs matériaux pour ces portes, tu peux les trouver en PVC, en alu ou en bois, mais également dans des mélanges de différents matériaux, et c'est le cas ici. La porte est faite en acier pour le côté résistance, elle est plaquée en alu pour le côté longévité et beauté, et à l'intérieur on retrouve du bois pour la séparation thermique, ça évite que l'alu du côté extérieur prenne le froid ou la chaleur et le transmette à l'intérieur. Et enfin pour terminer, l'ensemble du panneau est rempli de mousse isolante. Tu peux le voir sur les images, je suis en train de rentrer 2 portes qui semblent identiques, mais pourtant c'est 2 gammes différentes, il y a donc quelques détails qui diffèrent et je vais t'en parler tout de suite. Alors déjà, pourquoi 2 portes d'entrée ? Tout simplement parce que je suis en train de construire 2 bâtiments. Jusqu'à maintenant, je vous ai seulement parlé du premier, je pense que je ne vais pas parler du deuxième pour éviter toute confusion. Même si les bâtiments sont très proches, il y a quelques différences entre les deux, notamment au niveau de la toiture, et je voudrais pas tout mélanger. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 bâtiments n'ont pas du tout la même fonction. Il y a donc une porte très performante pour ce bâtiment-là, et la seconde porte qui l'est légèrement moins sera pour l'autre bâtiment. Bon, même si je dis qu'elle l'est légèrement moins, elle est quand même bien au-dessus des standards actuels. Pour les classer, on utilise exactement le même coefficient que pour les fenêtres. Juste pour rappel, plus ce coefficient est petit, mieux c'est. Et on estime qu'une porte est à haute isolation si son coefficient est inférieur à 1,4. Ici, la moins performante a un coefficient de 1 et la deuxième a un coefficient de 0,68. On est donc sur du très haut de gamme en termes de confort thermique. D'ailleurs, juste un petit détail pour te montrer à quel point elles sont performantes. C'est pas le cas ici, mais si jamais il y a un vitrage sur la porte, il est fait en quadruple vitrage. Au niveau de la pose, ça se passe exactement comme pour les portes-fenêtres. On commence donc par séparer l'ouvrant du châssis et on peut s'occuper des petits détails, le retrait des films plastiques, la mise en place des petits capuchons, éventuellement la pose de la poignée et du barillet, et ensuite on peut peaufiner le seuil pour qu'il soit prêt à accueillir la porte. Tu peux le voir à l'image, je suis en train de retirer une sorte de petit coffrage qui m'a permis d'élargir la surface d'appui. J'ai coulé cet élargissement avec du mortier à base de béton cellulaire et j'ai fait exactement la même chose pour toutes les autres menuiseries. Hormis ce détail que je vous avais pas montré, tout le reste est identique entre porte d'entrée et porte-fenêtre. La seule petite différence, c'est que j'ai mis plus d'équerre au niveau de la porte d'entrée pour qu'il y en ait au moins une en face de chaque point de fermeture. Et tu peux le voir sur l'image, ils sont très nombreux. J'ai 5 points de fermeture d'un côté et j'ai 3 renforts de l'autre côté. Et d'ailleurs, on peut le voir, même si je ne suis pas expert dans ce domaine-là, que les crochets ont l'air vraiment costauds. Quand on sait que 2/3 des cambriolages se font par la porte d'entrée, je pense qu'il faut au moins ça. Autre petit détail que je trouve excellent,
Si tu poses ta porte en tunnel, c'est-à-dire entre deux murs, ils ont prévu des petites réservations qui te permettent de visser et de cacher la tête de la vis. Et enfin, dernière chose, on sait que la porte est hyper performante, mais le châssis l'est tout autant, puisqu'à l'intérieur, on a une partie qui est remplie de mousse isolante. Si on ajoute à ça l'isolation extérieure qui revient contre le châssis, on obtient quelque chose de très performant et de très esthétique. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je te remercie énormément de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner. On est déjà presque 6000, bientôt le million, j'en suis sûr. Et en attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce et un commentaire sous mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. À part ça, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de la construction. La vidéo concernera l'isolation extérieure et quelques petites bricoles à l'intérieur. Alors j'espère que tu seras au rendez-vous. Ciao!